Nous allons reprendre notre table ronde Quelles ambitions pour la médiation de la musique, avec une seconde session autour de la question de la place pour la médiation au sein des institutions musicales à l'échelle des territoires. Donc évidemment, ça va être très complémentaire avec la première table ronde. On va poursuivre et approfondir les échanges. Et la question est vraiment de situer les enjeux culturels et sociaux soulevés par la médiation de la musique dans ce lien que les institutions vraiment, alors leur ancrage territorial, le lien qu'ils tissent avec différents acteurs. Et pour cela, on a donc la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous Philippe Nickel, de nouveau, directeur de la Haute École de musique de Genève, également Luc Eschlimack, délégué musique-école pour le canton de Neuchâtel, et Violaine Dali de Soucal, qui est adjointe à la responsable de l'action culturelle de l'Orchestre national d'Île-de-France. Et donc tous les trois vont éclairer, évidemment à leur manière et par leur propre pratique, et on sera peut-être un peu plus directement avec des questions, enfin, très en lien avec les questions de terrain et les premières questions qui ont été posées. Donc chacun va éclairer différentes questions soumises par leur propre expérience professionnelle. Donc la première question qu'on peut se poser, et de manière assez, disons, évidente, mais c'est celle de la place que peut prendre, que prend, donc selon nos différents interlocuteurs et interlocutrices, la médiation de la musique au sein de leur institution ou des institutions au sein desquelles finalement ils interviennent. Je pense ici à Luc Eschlimack. Et cette question évidemment centrale qu'on se pose tous et autour de laquelle on tourne depuis un moment, est-elle nécessaire, cette médiation de la musique? De quelle manière? Donc je propose à Philippe Nickel d'approfondir finalement ce qu'il nous a déjà dit depuis tout à l'heure à propos de cette question de la place en fait, que prend, que prend, que prendra, doit la médiation de son institution. Alors, je veux dire que je suis désolé d'être alloué à cette place-là, puisque c'était quelqu'un d'autre qui prévu avec Einstein, pour lequel j'ai pensé évidemment, et que donc je vais un peu improviser par rapport à. Je vais essayer de ne pas me répéter surtout. J'ai beaucoup d'intérêt de contributions des autres personnes. Pour rebondir un peu avec votre question et sur ce qu'on a pu se raconter dans la table ronde précédente, il me semble que du point de vue institutionnel, si je prends ma perspective à Genève, c'est que le dialogue avec les institutions de production, avec les autres producteurs de culture, devait commencer. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit depuis quelques années que les uns les autres, avec des instigations politiques, avec des demandes fortes, des subventionneurs, ont développé des activités de médiation et qu'en fait, on n'a pas pris le temps encore de se parler, ne fût-ce que pour discuter des enjeux de ces médiations et pour rebondir à ce que je disais aussi tout à l'heure, pour voir dans quelle mesure nous, institutions de formation professionnelle, pouvons contribuer à la formation des intervenants dans ce genre de contexte. Il me semble que là, c'est quelque chose qui est du ordre de l'actualité, avec évidemment des contraintes régionales fortes, puisque mes partenaires à Genève, vous pouvez bien imaginer, c'est l'Orchestre de la Suisse romande, c'est le Grand Théâtre de Genève, c'est d'autres institutions, c'est pas les mêmes partenaires que l'institution qui nous accueille ce matin, j'imagine l'Orchestre de chambre de Lausanne, l'opéra, etc. Donc, et les problématiques sont certainement les mêmes, avec des conditions de cadre qui sont différentes. Ça, c'est la première chose qui vient à l'esprit. La deuxième chose, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé en fonction de l'introduction de Thierry Debert tout à l'heure. On vit dans un pays, je dis à l'intention de nos amis français et canadiens, qui est un peu paradoxal, puisque nous avons modifié la Constitution en faveur de l'éducation musicale. Isabelle Lévy n'y est pas pour rien, c'était une des porteuses d'initiative qui a été finalement acceptée par 75% du peuple suisse. Donc un score quasi-soviétique qui dit en substance la musique c'est important, la confédération doit s'en charger. Oui, certes, mais enfin, depuis lors, comment cette volonté populaire s'est-elle incarnée? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'est plutôt, à mon avis, dissoute qu'incarnée, et notamment en ce qui concerne
les attentes ou les injonctions ou les impulsions politiques en matière d'enseignement de la musique, dans les écoles publiques en particulier. Quelles sont les attentes des autorités politiques, et peut-être Isabelle pourra intervenir à un moment donné, c'est-à-dire dans l'espace genevois, c'est quels sont les programmes d'initiation à la musique depuis les classes maternelles jusqu'au post-secondaire obligatoire, respectivement, l'articulation entre ce qu'on fait de l'école publique et dans l'enseignement délégué, les écoles de musique en particulier. Tout ça, moins qu'on puisse dire, n'est pas forcément très pensé, donc nous devons sans doute prendre nos responsabilités pour incarner, en quelque sorte, donner un sens à cette impulsion donnée par l'article constitutionnel sur l'enseignement de la musique, respectivement, faire en sorte que quelques-uns des jeunes élèves qui se destinent à devenir des musiciens professionnels puissent être détectés rapidement et puissent poursuivre un cursus dans de bonnes conditions pour finalement accéder à l'enseignement supérieur qui est permis justement par mon école. En d'autres termes, nous devons sans doute prendre notre destin en main pour, disons, contrecarrer ou secouer peut-être une certaine inertie politique, sans intention politique, puisqu'il semblerait que de ce côté-là, il n'y a pas une ligne très claire de la manière dont cette grande intention affichée est voulue par le peuple et le président. Merci beaucoup. Donc, Gilman, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre pratique professionnelle? Cette position d'exécuteur entre différents types d'institutions. Donc, au sein de ces institutions, quelle place prend la médiation de la musique et quelle place vous pouvez éventuellement avoir envie de donner, de susciter, selon le contexte que vous rencontrez? Il y a des intérêts, bien entendu, qui sont très divers. Travailler dans le cadre du conservatoire de Château, ce qui est mon cas, avec ce département viticole, c'est évidemment il y a une attente un peu intéressée du côté du conservatoire lui-même, parce qu'ils aimeraient que les choses soient différentes, qu'on apporte de l'eau à leur moulin. Ça, c'est une chose, et puis je dois rendre cela. Mais évidemment, l'intérêt premier, c'est peut-être ce qui a été un peu évoqué tout à l'heure, c'est le fait de l'intérêt lui-même, en fait, de la musique, parce que la médiation, c'est ce trait d'union entre ce domaine musical, les musiciens, la musique, et pouvoir rendre notre fonction, notre travail par rapport à tout ce qui est scolaire, pour nous, donc le public scolaire, on parle des personnes qui nous sont confiées. Quand je parlais d'un 20 000 avec les étudiants, les élèves de Châtelois, c'est la scolarité obligatoire, donc c'est avant d'aller au lycée. Et le travail, c'est vraiment de les rendre attentifs, de donner un sentiment d'écoute, de leur permettre d'être intéressés. Et puis là, on peut citer un petit peu le travail au niveau de l'enseignement, c'est pas remplir des pots, hein, c'est Aristote qui disait nous, et c'est vraiment d'allumer des feux. Donc ça reste pour moi la mission humaine, allumer des feux, faire en sorte qu'il y ait un intérêt, une envie de découvrir, dans les étiquettes qu'on met, la musique classique par exemple, qui est quelque chose qu'on présente simplement, et pouvoir faire en sorte qu'on n'arrive pas avec les a priori, que les jeunes n'arrivent pas avec les a priori, avec une ouverture, avec une envie de découvrir, être au milieu de l'orchestre, d'être là, et de placer ces jeunes au milieu de l'orchestre avec une préparation en amont, et de leur faire découvrir tous ces sons. Donc évidemment, il y a, comme on a cité une tout à l'heure, évidemment toutes sortes de partenaires, d'institutions, des orchestres qui aimeraient bien remplir leur salle, des conservatoires qui aimeraient remplir leur classe, des écoles qui aimeraient qu'on vide leur classe, quand je donne un tout petit peu, qui avoir moins d'élèves. Et ça me fait toujours sourire parce que j'ai eu l'occasion de faire des classes plutôt en France, parce qu'on était en France, et puis en Suisse, quand les titulaires ont 20 élèves, c'est beaucoup. C'est comme moi-même, je faisais mes classes, je pense qu'on peut aussi le confirmer, on est plutôt double, et c'est la norme. Donc effectivement, on a une autre attente, mais je pense que là, au niveau de l'écoute, il y a effectivement l'éducation qui est vraiment un beau défi à relever. Je pense qu'effectivement, je sais qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont ici, excellents musiciens, qui se forment pour la pédagogie. Il y a une question un tout petit peu que, quand on vient de parler avec l'un d'entre eux, qui disait, mais finalement, nous, on se place où au milieu de tout ça? Est-ce qu'on est pédagogue? Est-ce qu'on va être aussi médiateur? Et on amène un savoir, une pratique? Ou alors est-ce qu'on va faire la médiation? Vous parlez de médiation, mais finalement, en quoi ça tendance un peu nous concerner? Ça ne répond pas du tout à votre question, je suis désolé. Oh, si, tout à fait. C'est peut-être aussi. Du coup, est-ce qu'effectivement, vous mettez en place des dispositifs de formation que vous dissociez entre
pédagogie, côté éducation, ou pas du tout? Peut-être que vous pouvez vous expliquer. Alors pour l'approche qu'on pratique, c'est effectivement complètement intégré. Donc si on travaille plutôt avec un théâtre qui aura une partie musicale, plus théâtrale et l'autre, on va essayer de rebondir sur leur pratique. Avec l'orchestre, c'est plutôt sur leur saison, des répétitions publiques, des ateliers d'ouverture, de découverte, des instruments qu'on essaie de travailler aussi par l'approche par les fanfares, les chorales, des fois sur les plans internationaux aussi, avec l'Afrique du Sud, on a l'occasion de pratiquer ça avec le choral d'Afrique du Sud qui venait faire des partenariats sur le sol suisse. Donc c'est un petit peu en fonction des forces partenaires. Et parmi ces partenaires, peut-être pas direct, mais on a des orchestres comme l'Orchestre national d'Île-de-France, peut-être Violaine David de Soucal, vous pouvez nous expliquer également comment ça se joue chez vous. Alors, effectivement, l'Orchestre national d'Île-de-France, c'est la mission première de véhiculer la musique symphonique en Île-de-France et à Paris. Donc, c'est vraiment l'idée de réussir à faire venir les gens voir ce qu'est un orchestre symphonique et pas forcément aller sur Paris pour pouvoir bénéficier des concerts symphoniques. Ça, c'était vraiment la mission première à l'orchestre. Du coup, en Ile-de-France, 18 millions de personnes, alors ça fait quand même beaucoup. Sûrement pas tout le monde est touché, mais en tout cas, au droit aussi des droits culturels, c'est aussi important d'essayer de véhiculer ce patrimoine qui est la musique symphonique, autant un peu partout, et partage des cultures, réussir à tout ça. Et ça, c'est vraiment la mission qu'on partage tous. Que ça soit les orchestres peut-être à différents degrés également. Peut-être que c'est j'ai expliqué en partenariat avec Saint-Christophe, mais il y a quand même une spécificité de votre ensemble, en tout cas dans un paysage aussi bien, en lien avec le rayonnement local aussi. Tout à fait. Après, notre façon de faire la médiation, il y a beaucoup de choses différentes. On peut pratiquer, faire de la pratique dans les classes ou différents types de publics. On essaye aussi de sensibiliser nos musiciens qui savent aussi qu'en rentrant à l'Orchestre national d'Île-de-France, l'idée c'est aussi de véhiculer leur pratique et de réussir à transmettre ce savoir, soit par des rencontres ou de la pratique avec des étudiants. Ça, c'est deux possibilités, en tout cas, aussi. Du coup, ça nous amène à cette seconde question autour de laquelle on avait envie de réfléchir, justement à cette idée d'un ancrage territorial et d'un rayonnement qui peut être local, national, international, et la place du coup de la médiation de la musique dans ce type de questionnement. Est-ce que pour vous c'est à la fois un défi, est-ce que c'est un atout, un enjeu, comment vous vous positionnez par rapport à... Je vous regarde tous les deux, peut-être Luc et Schliemann, et puis on fera notre tour ensuite. La question. L'idée que finalement la médiation de la musique se conçoit peut-être de manière différente selon l'ancrage territorial de l'institution dans laquelle on se situe, et que à la fois on peut le vivre comme quelque chose qui est un défi avec toutes les difficultés que ça peut comporter, d'ancrer localement comme type de public, ou des missions aussi qui peuvent être plus larges, nationales, internationales, et où les deux sont à relier entre interrogations. Donc ça peut être aussi une stratégie, je pensais. La question aussi d'avant tout, qu'on peut faire aussi sur un territoire. Voilà, donc l'idée du lien au territoire qui se situe. Je pense que, évidemment, d'avoir des apports externes plus éloignés que ce qui est vraiment géographiquement proche, c'est certainement ce sont des impulsions qui sont vraiment remarquables. D'avoir cette proximité, comme c'était évoqué tout à l'heure aussi, ou alors dans la mission française en Ile-de-France, d'être sur le terrain, d'être vraiment, d'avoir cette proximité-là, c'est évidemment un immense atout aussi, parce qu'on peut faire intervenir
je pense aux musiciens aussi dans la classe, dans cette émission-là. Et puis pour eux, j'imagine aussi pour le public cible, d'avoir des gens qui ne viennent pas forcément de New York ou je ne sais où, d'avoir des gens qui sont là, qui travaillent, qu'on peut côtoyer dans la rue, c'est aussi quelque chose qui va probablement les toucher. Peut-être que vous pouvez en dire un peu plus vous-même sur votre propre rôle par rapport aux personnes que vous formez, par rapport aux institutions. Proximité territoriale. Oui, puis même de l'information des étudiants. Alors, nous ne s'occupe pas tellement de la formation des étudiants eux-mêmes, on s'occupe plutôt vraiment, j'ai dirigé une équipe de 5-6 personnes qui ont ce rôle justement de médiateur. Donc, ça fait des intervenants, c'est un peu une formule qu'on a en France, je crois. Et l'idée, c'est qu'ils interviennent justement sur le terrain, qu'ils soient dans le soutien des enseignants dans l'enseignement public, et justement d'apporter de la musique, d'apporter toutes sortes d'interventions. Et puis mon rôle, c'est de suivre cette équipe-là qui est vraiment très proche de ce petit monde, je veux dire, effectivement, et de proposer des projets phares un peu. Donc chaque année, ou tous les ans et demi, ou les 2 ans, on a par exemple un projet de chorale. Et on propose à tous les enseignants qui le souhaitent, dans la scolarité obligatoire, de chanter un certain programme avec une thématique. Et donc ils vont même. Ça, c'est un petit peu que 20 000 élèves dont nous occupons, c'est d'amener quelques-uns d'entre eux à avoir la chance de s'exprimer sur scène, accompagnés par un orchestre. Donc ça met un peu le pied à l'étrier de tout le monde, les intervenants eux-mêmes, nous-mêmes, on se travaille pour préparer c'est tous ces programmes, l'orchestre qui prépare ses partitions, souvent c'est pas uniquement une proposition classique, mais on a toutes sortes de croisements dans le style. Et puis alors les jeunes, ben, pareil, ils vont être sur scène, ils vont chanter tous ces chants qui ont été préparés, soit dans des langues différentes. Et puis évidemment, ça, on profite de rebondir pour représenter un peu les instruments qui sont là, le travail qu'ils ont fait eux-mêmes, les élèves entendus, les entendre, mais c'est aussi grand public, donc c'est pas des concerts scolaires dans le sens où ça reste dans un giron uniquement scolaire. C'est un petit exemple peut-être pour parler d'ancrage. Merci beaucoup. Du coup, Violaine de ce cas, peut-être, je suis ravie de voir que nous faisons la même chose. Effectivement, à l'orchestre, on va devoir aussi s'adapter aux différentes villes et aux différentes populations dans ces villes. La banlieue est grande et la population est aussi diverse que le nombre d'actions qu'on peut proposer. C'est vrai qu'il y a aussi chaque ville a sa politique et a son envie de toucher tel ou tel public. Il faut aussi que nous, on soit force de proposition pour ces différents types de publics. Donc, on va s'adapter aux différentes villes. Et l'idée, c'est aussi que la population vienne dans le théâtre de leur ville et ose mettre les pieds dans ces théâtres qui sont là pour eux, à l'ouverture à la culture. C'est vrai que donc on essaye aussi, par le biais de l'orchestre, des musiciens, de médiateurs, et de faire soit participer pour les élèves ou son public, donc à monter aussi sur scène et de s'approprier, par exemple, un répertoire pour les groupes classiques. Ça, c'est vrai qu'on se tient quand même à essayer de vraiment travailler sur le répertoire symphonique et de s'approprier par plein de façons différentes aussi avec le mélange des arts, notamment. Soit en étant acteur soi-même auprès des musiciens, soit juste qu'il y ait d'écoute aussi et pouvoir s'approprier les œuvres avec des contextes historiques, des choses, simplement du pied d'écoute. Apprécier après le moment du concert. Effectivement, le territoire, il est vaste, il y a plein de populations différentes et des populations qui n'osent pas rentrer dans les salles de concert. Ça, c'est un vrai défi, une vraie demande aussi
que ce soit politique ou national. Je pense que c'est aussi de faire venir et un partage des cultures. Donc ça, c'est notre mission. Est-ce que du coup, vous posez la question aussi de faire venir donc, dans le théâtre de la ville déjà, pour éventuellement que ces personnes ensuite aillent ailleurs? Enfin voilà, comment c'est... Déjà prennent le réflexe, je pense, et se dire que c'est aussi pour eux et ils peuvent y accéder sans devoir soit être habillés d'une certaine manière et que finalement l'accès à la culture est quand même, que ça soit musical, que ce soit pour revenir, voir l'orchestration, avec grand plaisir, ou même voir une pièce de théâtre, ou n'importe quel art. Et je pense que déjà s'approprier un lieu dans leur vie. Je pense que ça c'est aussi un souhait de beaucoup de films de France. Merci beaucoup, Violaine de Soccer. Michael, comment cette question résonnait à l'échelle de l'institution de formation qui accueille des étudiants venus aussi de diverses contrées qui vont peut-être repartir ou s'inscrire dans ce cadre. Comment les choses se posent? En écoutant les deux interventions précédentes, je me disais qu'il y a en tout cas des éléments qu'on discute à la fois au niveau institutionnel dans les cursus qui résonnent par rapport à ces questions-là. Toutes les variables de cet ancrage régional institutionnel, c'est lié en partie à la taille relative et puis au caractère homogène ou hétérogène, je dirais, de l'environnement. La taille relative, c'est par exemple de dire on a un partenariat avec le Conservatoire Shanghai, on a 55 millions d'habitants, et Genève, ou le Grand Genève, comme on l'appelle, c'est 1 million. Donc on n'est pas exactement dans la même logique en parlant de médiation ou d'accès à la culture dans les deux cas, et la situation de la région parisienne, francilienne, est encore une autre nature. Donc la taille génère aussi des dispositifs, pas seulement de taille différente, mais aussi de nature probablement, des effets de sol, pour regarder les choses autrement. Et puis d'autre part, et on le sait bien, et pendant mon ça dans la région parisienne, ces cités, ces villes sont hétérogènes sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan des provenances géographiques. Et ça, c'est un vrai défi. Si vous avez une population homogène, vous allez pouvoir aborder une acculturation de manière relativement simple, mais si vous devez en quelque sorte faire le grand écart entre des populations dont d'autres points communs se trouvent un peu par hasard à ce moment-là sur cette partie du territoire, j'imagine que c'est un défi qui est encore d'une autre nature et qu'on retrouve d'ailleurs sans doute dans l'école publique. C'est pas spécifique à la partie culturelle de la question. Et en tout cas, ces deux variables, je n'ai pas de réponse, mais je pense que ces deux variables qui conditionnent la manière dont on monte cette question de la médiation en fonction du contexte. L'autre réflexion que je me faisais par rapport à la question des répertoires, ce qui est très frappant, je ne suis pas du tout en pédagogie, mais c'est les enfants aussi, j'ai vu à quel point à l'adolescence, la formation d'identité est extrêmement liée à un répertoire donné à l'exclusion, si possible, de tous les autres. Pas forcément le répertoire classique, mais c'est de se dire, parce que, en particulier, si mes parents viennent de milieux classiques, je vais, disons, kikiner, entre guillemets, en disant, je vais écouter que cette musique-là, si possible, dans la chambre. Donc c'est le répertoire de base, c'est le répertoire identitaire. Et l'éducation, c'est en particulier, probablement, de partir de ce répertoire-là pour emmener ces jeunes ailleurs, et que finalement, comme c'est arrivé avant-hier avec une des filles qui me pose la question par SMS, qu'est-ce que c'était que cette jolie pièce de musique qu'on avait écouté ensemble. Ça a l'air très banal et très anecdotique, mais je pense que ces questions de répertoire, elles sont cruciales parce qu'elles permettent de conditionner des parcours pédagogiques. Et je me suis souvent posé la question, c'est peut-être une question que je peux vous poser, vous êtes responsable dans un orchestre symphonique, des présupposés qu'on peut avoir en parlant de ces parcours. Si je prends Genève, l'orchestre suisse romande, je ne sais pas un cas unique,
depuis quelques années, fait des soirées qui ont beaucoup de succès autour de musique de film. Alors, je sais si j'adore la musique de film, Star Wars et compagnie. Et je me suis toujours demandé s'il y avait une sorte de parcours royal qui menait, disons, de la musique de Harry Potter à des pièces compliquées, post-bourgeoisiennes. Et j'en suis pas sûr, pour faire part de ma pote, parce que je suis un sceptique, c'est peut-être vrai, c'est peut-être du wishful thinking, précisément, mais c'est une question qui est cruciale aussi parce qu'elle peut se traduire évidemment ensuite dans la manière dont on prépare le futur médiateur du musicien d'orchestre. Le musicien d'orchestre, c'est pas seulement quand il joue en grande formation, à l'OSR par exemple, il y a des moments où les musiciens sont invités à faire une initiation musicale en petit groupe, proposer des micro-concerts, etc. aux familles. Et je me suis toujours demandé quelle était le présupposé idéologique là derrière qui permettait de garantir non seulement de remplir les salles de concert, mais de pouvoir partir de l'environnement culturel X ou Y d'une famille ou d'un enfant et de l'amener dans des répertoires dans des contrées auxquelles on n'aurait pas songé. Donc, c'est pas une réponse que je vous fais, c'est une question peut-être un peu provocante. Excellent, je pense. Et ça va faire le lien avec la troisième question de cette table ronde, cette idée de justement la médiation de la musique, c'est un outil important pour tisser du lien avec différents acteurs du territoire. Et effectivement, cette question de répertoire est absolument cruciale pour les enjeux. Je pense qu'effectivement, on part toujours de sa propre identité et son bagage culturel. L'histoire du répertoire, ça c'est toujours un grand débat. Alors c'est vrai qu'à l'orchestre, on disait toujours, on a quand même aussi une envie de faire de la création musicale, parce que c'est aussi une mission de perpétuer aussi ce langage qui n'est pas faire que du Mozart, parce qu'il est mort malheureusement depuis déjà des siècles. C'est bien de faire vivre aussi des nouveaux, des métiers qui existent depuis la nuit des temps et il faut continuer. Donc ça c'est aussi important. Alors il faut essayer de mixer peut-être des choses plus connues du grand répertoire entre les musiques de film, c'est aussi un biais effectivement. On peut avoir les grandes symphonies et de la musique contemporaine. Je pense qu'on peut réussir à faire un lien tout à fait, soit par les effectifs, par je vois des triples concertos de Beethoven avec un triple concerto contemporain en prenant les mêmes effectifs. Ça peut être un biais aussi, et voir comment. Je pense aussi l'émotion. C'est important de toucher les gens par aussi le sentiment, comment on vit ce qu'on a devant soi. 80 musiciens, 95 musiciens qui jouent, c'est aussi. Voilà, ça procure en tout cas une émotion. Des fois un peu dégoûtante, et ça fait partie aussi du choix de répertoire ou de son bagage. Ça procure des choses, et ça peut faire un lien justement entre la culture de celui qui apporte la musique et celui qui reçoit. Justement, dans la programmation, quand vous construisez le concert, on voit bien que vous avez fait un d'hommes davantage. Est-ce que vous posez la question en disant ça va marcher dans telle ville, mais pas dans telle ville, à tel endroit, ou vous interdisez de la poser en disant non, enfin voilà. Je pense que c'est pas si simple par moment. Non, c'est pas si simple parce qu'effectivement, justement, chaque ville a aussi son bagage. Les prises de risque. Essayer aussi de montrer que la musique contemporaine, on en revient quand même parce que c'est quand même une musique pas évidente à véhiculer. Donc on essaie de l'imposer. Mais peut-être grâce au répertoire en liant par un thème ou un artiste aussi qui peut faire le lien entre son apport. On mélange la musique du monde et la musique symphonique.
peut tout à fait se retrouver à jouer Béatrice et Chloé avec une de Sarro, parce que voilà, pourquoi pas. On ose les mélanges de culture et du coup de répertoire. On peut aussi faire par thème, évidemment, mais c'est aussi intéressant de vouloir prendre voilà, des œuvres aussi contemporaines et classiques. Je pense qu'on peut y trouver un lien en fait. Et vous ne faites pas comme je pensais à certains orchestres nord-américains, par exemple, qui construisent un certain type de répertoire, enfin certaines séries, en direction de tel type de communauté, on dit qu'a priori, ça devrait plutôt l'intéresser. C'est un peu provocateur. Alors on évite de stigmatiser quand même le public ou se dire que ça va toucher que tel ou tel public. L'idée c'est aussi de faire un peu d'intergénérationnel quand même, d'essayer que peut-être les grands-parents emmènent les enfants à venir écouter du grand symphonique. Évidemment on fait des concerts commentés, des concerts jeunes publics, parce que ça a quand même aussi son sens d'abord de vouloir peut-être faire que les enfants emmènent aussi leurs parents en disant mais moi j'ai lu un livre et il y a le concert qui reprend l'histoire du livre et ça serait intéressant de faire le lien. Peut-être aussi un biais d'envie. Donc, tout est possible. Merci beaucoup de ce cadre. Vicky Schneemann, comment ça se pose pour donc, les intervenants qui travaillent main dans la main avec d'autres enseignants? Comment ça se pose cette question de leur rôle ou bien aux différents acteurs et de créer du lien? Vous évoquiez tout à l'heure la question de la place, comment on se situe, ce qu'on doit faire. En vous écoutant, je pense qu'il y a une chose qui est peut-être pas évidente, c'est-à-dire que les musiciens dans la formation classique n'ont pas forcément une conscience du bijou qu'ils ont dans leurs mains. Et qu'en pratiquant son violon, son piano, les sonates magnifiques du grand répertoire, on ne réalise pas à quel point l'effet extraordinaire que ça peut avoir sur les personnes qui n'en ont pas l'habitude. Je mentionnais tout à l'heure les Sud-Africains, le projet que je citais. Dans de petites discussions, il y avait cette quarantaine de jeunes qui étaient là, puis on a mis quelqu'un qui a fait un discours, puis oui, entre Debussy et Chopin, et puis il y a un Sud-Africain qui se tourne vers sa voisine, puis qui lui dit tu les connais ceux-là? Pensant que c'était un copain ou une copine de quelqu'un d'ici sur place. Donc, n'ayant pas de culture, je pense qu'il y a une approche qui est totalement différente. C'est pas cette culture-là, pardon, vous avez tout à fait raison, exactement. N'ayant pas cette culture-là, pas de culture consciente, je pensais aussi. C'est une culture qui est différente, une culture qui est extrêmement populaire. Et il s'agissait de jeunes qui venaient vraiment de quartiers très défavorisés de Port-Elizabeth. Et évidemment, Mozart, peut-être qu'ils avaient déjà connu. Quand on parle de Beethoven, dans les présentations qu'on fait, souvent, je mets toujours une petite photo du Beethoven, le chien de Saint-Bernard, parce qu'évidemment, la plupart, ils pensent à lui avant de penser à celui qu'on pratique sur nos instruments. Mais pour revenir à ce que je disais, j'ai le sentiment que le musicien classique, aussi bien formé soit-il, n'a pas conscience de ce qu'il fait, de la portée de cette musique extraordinaire, et en quel point elle est différente de ce qu'on peut communément écouter à la radio, etc., ce que les jeunes écoutent. Donc je pense qu'il y a aussi une différence dans la mesure où on va, comme un paysage, observer, admirer de loin. Ou alors, on va entrer dans une autre démarche, qui est une démarche active d'écoute. Je pense que là, ça c'est, au niveau de l'éducation elle-même, quelque chose qui est vraiment extraordinaire et qu'il faut absolument développer. Donc, développer une écoute, qui est une écoute active. Et donc, évidemment, je pense que les jeunes pédagogues qui sont ici, ils ont l'habitude parce qu'ils ont en face d'eux des jeunes qui ont déjà fait une démarche par rapport à l'instrument. Donc, il y a toute une démarche qui est différente. Pour quelqu'un qui n'a pas cette culture-là, il y a tout un travail à faire. Comment ça se joue dans l'équipe que vous dirigez justement? Parce que forcément, j'imagine que les intervenants ne sont pas forcément tous vous allez avoir, et que vous avez le bagage justement. Comment ils se situent? Quelle est votre fonction d'encadrement? Vous avez aussi une formation, c'est pas des étudiants, mais comment ça se. Quelle vision vous portez
sortez? Comment vous leur parlez de ce que c'est que la médiation de la musique? On est une équipe, donc du coup, on partage une certaine philosophie, je pense, et on essaie de développer une certaine philosophie. Et au travers de cela, bien évidemment, l'approche et les interventions sont orientées. Donc ça, c'est une première chose, je pense. Et puis ensuite, tous les profils sont différents. On a quelqu'un qui va être plutôt percussionniste, on a quelqu'un qui est plutôt spécifique au niveau de l'art choral, on va avoir quelqu'un qui sera plutôt généraliste, et puis un quatrième qui est plutôt spécifique sur un autre domaine encore. Et donc c'est un petit peu au travers de ces différents profils aussi, je pense qu'il y a une certaine émulation que l'autre ébullition et que et puis du coup je pense qu'on peut apporter des choses d'une certaine manière. Tu travailles aussi main dans la main sur un projet, comment ça se... Alors ils ont chacun en fait une portion du petit territoire de Châtelois, avec 18 millions de France. Et donc chacun s'occupe de sa zone géographique. Et ensuite, selon les projets, il y en a qui va intervenir. Il y a des synergies, ils vont aller voir l'autre, ils vont inviter. Si on a un projet qui est plutôt choral, c'est plutôt celui qui est spécialisé dans le chœur qui va intervenir, ou alors ils vont prendre les uns des autres. Et puis, ça sera continue de formation. Sur l'échange aussi, est-ce qu'il y a une articulation, une volonté d'articulation de différents types de répertoires pour faire venir entre eux? Alors je pense que le répertoire il est des fois ciblé effectivement sur les projets, mais effectivement on attaque beaucoup de choses. Enfin, vous évoquez des cultures plutôt populaires, des cultures, on travaille avec des fanfares, donc on est dans ce genre de répertoire aussi, le grand répertoire classique de l'orchestre symphonique aussi, et voilà, je pense qu'on aborde effectivement un petit peu toutes ces différentes techniques. Merci beaucoup, Michael Schliemann. Michael, cette question, comment résume-t-elle de votre côté? Violaine a prononcé tout à l'heure un mot qu'on n'a pas beaucoup utilisé jusqu'à maintenant ce matin, c'est le mot d'émotion. Et je pense que tous les musiciens ou futurs professionnels de la musique qui sont dans cette salle ont eu un jour une sorte d'illumination, de chemin de Damas, enfant, plus tard, et de la révélation du pouvoir de la musique, précisément. Et je pense que c'est quelque chose dont on doit se souvenir, en effet, quand on imagine la force de révélation que peut constituer une expérience de spectacle vivant, de quelque nature que ce soit, qui peut être littéralement renversante, et de pouvoir construire ensuite une relation entre, disons, la scène et la salle en partant du pouvoir révélateur de cette émotion, est effectivement quelque chose qui est extrêmement important en pensant ces opérations de médiation, surtout à une époque où tous les enfants et les adolescents que nous côtoyons ont une tablette, ont un iPod, quelque chose sur les oreilles, et on peut se dire qu'ils remplacent très agréablement l'expérience de ce spectacle vivant. De la même manière que c'est tellement facile de télécharger sur Netflix les derniers films à la mode plutôt qu'aller dans une grande salle de cinéma et de manger des pop-corn. C'est cette chose-là, probablement, qui fait un sens à ce travail de médiation réelle et individuelle qui doit s'incarner en fonction des contextes régionaux, géographiques. Il y a autre chose qui a été dit aussi, pour provoquer cette question de provocante, c'est-à-dire est-ce qu'on règle les répertoires en fonction des communautés, alors que je pense que très naturellement, si on fait un petit sondage dans la salle, on se dirait justement que la musique doit être, si possible, universelle, et en particulier éviter de faire des cloisons communautaires entre nous, et par conséquent, précisément, de pouvoir circuler d'un répertoire à un autre, en rendant justice justement au fait qu'un enfant sud-africain est peut-être moins souvent confronté à Debussy ou à Chopin qu'un enfant européen. Et là aussi, en tentant d'éviter le grand écart, parce que ça c'est une sorte d'injonction qui est de l'ordre du politiquement correct, qui est partagée, je pense, en tant que valeur universelle, et qui peut très rapidement dégénérer, entre guillemets, dans une forme d'éclectisme, où finalement, à force de tout toucher, on ne fait rien de bien vivre.
j'imagine que c'est ce genre d'enjeu qu'il peut y avoir dans un programme disons, de formation dans un orchestre. C'est des enjeux aussi qu'on doit aborder à l'intérieur des institutions de formation. Je n'ai pas de réponse à ça, je n'ai pas de recette, mais il y a ce sentiment que parfois, si on embrasse trop de choses, finalement, on les entraîne pas aussi bien qu'on voudrait. Quand bien même, je pense qu'une des clés, c'est de toujours se souvenir de où on vient, d'une certaine manière, en termes d'identité musicale. Qu'est-ce qui était, au fond, cette émotion première qui a généré le fait de vouloir aller au concert, de vouloir devenir musicien, le cas échéant. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, alors, c'est plutôt le responsable d'institution de formation qui parle, c'est que parfois, j'ai l'impression que les étudiants qui arrivent chez nous se font une certaine représentation de ce qu'on attend d'eux, et se calquent sur des attentes qu'ils pensent être plus ou moins explicitées dans un programme de cours, dans un profil d'école, et nous cachent parfois très soigneusement, trop soigneusement, des compétences qu'on est très heureux de voir apparaître au détour d'une fête de fin d'année, où on s'aperçoit qu'on a un groupe de tango qui cachetonne à droite et à gauche et qui, ma foi, fait un travail absolument formidable et qui en réalité incarne justement cette pluralité et dont on peut à son tour bénéficier non seulement à l'intérieur de l'institution mais dans d'autres contextes. On est resté jusqu'à présent à parler de contextes très institués, des orchestres, les écoles, etc. Et j'imagine que aussi bien à Genève qu'à Lausanne, qu'à Paris, on a aussi des expériences dans des milieux plus sensibles, je pense notamment dans les milieux carcéraux, des milieux hospitaliers, des milieux qui ne sont pas pathologiques, mais qui peuvent être aux deux confins de l'existence humaine, des très petits, au contraire des très âgés. Et je pense que c'est dans ces contextes extrêmes que le pouvoir de lion, de communication de la musique, ou en réalité tous les arts de la scène, peut s'exprimer le mieux. Et dans ce sens-là, effectivement, pour en venir à des espaces institutionnels de formation musicale, l'enjeu c'est au minimum, je trouve, de nous sensibiliser les uns les autres, les enseignants, les futurs professionnels que sont les étudiants, à ce type de contexte, de manière à ce que, quel que soit le parcours professionnel qui va être le leur, on a abordé un peu ces notions de carrière portefeuille dans la table ronde précédente, quel que soit leur futur professionnel, ils aient au moins eu cette prise de conscience dont ils font après ce qu'ils veulent, en fonction du contexte professionnel dans lequel ils sont insérés. Merci beaucoup, je trouve ça absolument essentiel, Philippe Buckel, ce que vous évoquez. Je vous propose qu'on prenne un temps de questions avec toutes et tous. On a aussi des petites contraintes de train pour avoir la ligne de nos intervenants. Est-ce que vous avez des questions? Ça vous a bien été évoqué. Je trouve également que le lien entre émotion et dramaturgie tout à l'heure était absolument central. Une question. Est-ce que justement le rôle du bébé d'un étudiant n'est pas essentiel, et peut-être que le fait qu'il cache ses autres compétences n'est pas lié au fait qu'il était déjà un peu figé ce bébé, et que du coup le début de l'idée de la médiation ne peut pas germer parce que ce cadre peut-être un peu figé ne l'incite pas à aller dévoiler. C'est la question, c'est y répondre. Je pense effectivement que, j'en parlais à la pause avec Michel Buchelot, chaque institution crée ses propres normes et se fige, ou risque de se figer dans quelque chose où la partie cache le tout, disons comme ça. Et effectivement, il y a toujours un côté réducteur d'abord d'écrire un curriculum, de le débiter en modules, en outils d'enseignement, quitte à perdre en cours de route le pourquoi et le comment de cette unité qui pourrait rester organique. Donc la réponse est effectivement, je pense, et on va le penser comme une forme de paradoxe où en fait instituer la musique, c'est à la fois la mettre dans un cadre, donc construire une maison, et puis si possible, le matériau de cette maison doit être flexible, doit être poreux, puis en même temps il doit résister au vent, à la pluie,
à la grève, etc. C'est un inconfort avec lequel il faut qu'on vive, mais effectivement, dans des conditions cadres qui incitent ou invitent l'acteur, les enseignants, les étudiants, le personnel administratif et technique. C'est très important, parce que le personnel administratif qui n'a pas conscience non plus forcément de ces enjeux-là peut avoir un effet, disons, rigidifiant, et qu'il faut pouvoir montrer. Ça me paraît indispensable. J'ai pas de méthode pour ça, mais c'est une conscience que j'ai acquise au fil de l'expérience. Question, effectivement. Alors, je pense que tout artiste, en fait, réagit différemment et arrive à s'exprimer différemment, aussi que ça soit sur scène avec son instrument ou avec sa baguette. Qu'il y a des grands timides et qui, mine de rien, même si ils ont beaucoup de monde derrière eux, arrivent à s'exprimer en musique, mais ont du mal à communiquer autrement, on va dire. C'est aussi un travail. Alors, non, ça ne va pas être une critère de sélection, en tout cas à l'orchestre, de sélectionner un chef d'orchestre, savoir s'il va être communicant avec le public ou pas. On va dire qu'on va plutôt quand même se résigner quelque part à un chef qui va avoir des spécificités de répertoire. Et qui va être un peu spécialiste quand même dans soit la musique contemporaine ou classique ou musique de film. Ils ont quand même chacun bien spécificité, un petit plus là-dessus. Évidemment, pour les concerts commentés ou les choses à destination de médiation, il va falloir trouver des chefs d'orchestre qui aiment communiquer, parce qu'on en a quand même. Notre chef, notre directeur musical, Enrique Mazzola, aime parler avec les mains et aime communiquer aussi autant en public et comme musicien. C'est une grande chance d'avoir ce genre de personnage, en tout cas, qui aime transmettre, dans tous les sens du terme, voilà. Autant prendre aussi l'émotion du public et essayer de faire que l'émotion circule bien. Comment c'est utile d'ailleurs par rapport à la question de la médiation de la musique, parce qu'on voit bien, dans certains concerts, il y a un travail de médiateur à part entière, vous voyez très clairement. Donc, là aussi, une dramaturgie au sens propre du terme. Typiquement, Enrique Mazzola aime aussi expliquer au public ses choix artistiques, pourquoi il va mixer telle ou telle œuvre ensemble, comment il fait le lien entre les œuvres aussi, et pourquoi il passe une commande à un chef d'orchestre japonais. Je me rappelle là cet hiver où il a mêlé Petrouchka avec une œuvre de Fujikura, une commande qu'on a passée et qui parlait de Noël. Et en fait, ça me faisait plutôt moi penser aux flocons de neige, et donc pas du tout le Noël festif avec énormément de couleurs, comme dans Petrouchka notamment. Et du coup, lui expliquait pourquoi il avait fait ce lien qui honnêtement n'est pas perceptible comme ça. Et du coup, il explique son rapport aussi à la musique et pourquoi il fait ses choix. Et du coup, tout le monde dit, d'accord.
Parce que ça, c'est une sorte de médiation aussi, d'expliquer pourquoi. Merci beaucoup. Est-ce que je voulais rebondir sur la question également, donc adressée les trois? Je vais dire un mot sur la figure du chef d'orchestre. On pourrait faire sans doute un colloque sur les chefs d'orchestre, surtout que certains d'entre eux passent un mauvais quart d'heure en ce moment, parce que c'est en réalité la figure de l'autorité qui est en train d'être mise en question face, pas seulement au public, mais face au corps orchestral, si j'ose dire, et de se dire que la première médiation d'un chef d'orchestre, c'est pas vis-à-vis du public, mais c'est sans doute vis-à-vis de ses propres musiciens, comme on prouve des musiciens qu'il y a une raison qu'il y ait quelqu'un devant et qu'il insuffle un rôle artistique plutôt que Pierre-Paul Jacques Aujean qui pourrait le faire tout aussi bien. Donc j'imagine que la psychologie du chef d'orchestre, telle qu'on essaie d'insuffler dans les cursus qui sont les nôtres dans les écoles, est quelque chose d'absolument central, avec parfois des remises en question dramatiques. J'ai parlé il y a quelques années avec Emmanuel Krivine, qui est venu très souvent chez nous faire des concerts et qui racontait justement cette prise de conscience progressive de ce phénomène-là, parfois dans la douleur, dans son cas, et qui lui avait fait prendre beaucoup de recul par rapport à l'image du généralissime qui conduit ses troupes à l'assaut au profit d'une image collective, démocratique, etc. Donc ça, je pense que c'est... Je n'ai pas de réponse à ça, mais je pense que, encore une fois, la première médiation du chef, c'est, avant même de parler avec un public lambda, c'est vis-à-vis de ses propres musiciens qui doivent pouvoir l'exercer de manière efficace et convaincante. Je voudrais des mains levées tout à la console. Oui, ma question c'était plus sur les pratiques amateurs. Et à savoir, alors je ne sais pas pour la Suisse, mais en France il y a beaucoup d'associations de pratiques amateurs, que ce soit dans les harmonies municipales, les orchestres universitaires ou les groupes de jeunes qui sont mis en place dans les maisons de quartier par exemple. Et ma question c'était de savoir, est-ce que vous les prenez en compte, ces acteurs de musique amateur, dans votre stratégie d'action culturelle ou dans votre enseignement, pour justement savoir, est-ce que vous les prenez en compte ou pas, si oui, dans quelle mesure, parce que ça peut permettre de comprendre une homogénéité culturelle, s'il y en a une ou pas, et les références aussi que ces musiciens-là ont. Particulièrement pour la France, vous dites Non, pour, du coup, question pour les globalement. trois, mais c'était globalement. Savoir, la pratique amateur, comment est-ce que vous la prenez en compte ou non dans votre activité? Alors, je pense qu'il y a, pour ma part, si on peut dire, il y a des, je pense selon les pays, parce que là, entre la francophonie qui nous réunit aujourd'hui, je pense qu'il y a des cas de figure assez différents. Je pense qu'une des choses qui est très heureuse en Suisse, c'est qu'effectivement, la pratique amateur est extrêmement répandue. Alors, en pourcentage par rapport à la population, certes, assez restreinte, c'est un territoire petit que la Suisse, il y a même beaucoup de ce que vous dites, c'est-à-dire des chœurs, des bandes, etc. Et alors, pour notre part, c'est quelque chose qu'on a énormément en valeur. Donc on a, au travers du Conservatoire de Châteauroux, un département fanfare. Donc là, c'est effectivement des collaborations extrêmement. On vient de faire la semaine dernière une création contemporaine d'un conte musical qui introduit tous les instruments les uns après les autres. Et puis, au travers de cette composition-là, ça dure une demi-heure. On a fait le tour des écoles du canton avec justement cette visée-là, avec les fanfares du cru qui présentent leurs instruments après coup, ils peuvent les allier, etc. Et dans un premier temps, il y avait justement ce conte qui était présenté avec un certain nombre de nouveaux, très jeunes compositions. Et donc oui, c'est absolument magnifique parce que c'est effectivement le terreau. On parlait de territoire tout à l'heure. Je crois qu'on est effectivement extrêmement intégré avec ce genre de pratique. Mais voilà pour ma réaction. Je suis un peu gênée, pas gênée de cette question parce que pas du tout, mais vu que je présente un orchestre professionnel, évidemment, on peut même intégrer des pratiques de la pratique amateur avec l'orchestre, évidemment, mais du coup, Je veux bien peut-être apporter un exemple qui vient à l'esprit maintenant dans ce contexte-là. C'est une récente tournée du Concertgebouw en Europe, dans différents pays européens, où à chaque concert, il y avait une séquence qui associait une partie de l'orchestre avec un orchestre de jeunes,
sais pas, slovaque, anglais, etc. Et je n'ai pas entendu le résultat, mais je trouvais la démarche tout à fait passionnante de voir un ensemble de cette classe se plier à un exercice qui doit être extrêmement compliqué en termes d'exigence artistique, en termes d'apprentissage, en termes de répétition, et qui n'apparaît pas forcément dans son code génétique. Mêler des pratiques amateurs à des pratiques professionnelles, ça me vient encore cet exemple à l'esprit. Je pense qu'on a tous vu ce film qui s'appelle Rhythm Is It, où un groupe de danseurs amateurs berlinois travaille pendant 6 mois et finit par danser le sac du printemps avec la Philharmonie et Simon Rattle. Je pense que ces conjonctions, elles sont extraordinairement fécondes, elles sont visiblement, enfin le documentaire le montre, l'occasion d'un déclic souvent, et je pense que si on se réfère à nouveau, si on prend la perspective institutionnelle des établissements de formation musicale, que forcément les étudiants que vous êtes sont peut-être d'ores et déjà confrontés à ces pratiques amateurs, ne fût-ce qu'en enseignant la musique ou un instrument d'une petite école de musique, respectivement, en animant les fanfares, chorales, régionales, qui se trouvent être sous la main. Et cette pratique amateur, c'est évidemment le terreau par excellence qui nourrit justement la place de la musique dans la société, puisque c'est non seulement des gens qui font de la musique, mais c'est des gens qui viennent au concert, c'est des gens qui incarnent justement cet idéal de penser qu'au-delà de tous les dispositifs, la musique joue un rôle central comme il est prévu par la Constitution suisse. Donc la boucle est bouclée grâce à justement cette inclusion des pratiques amateurs dans le plus de segments possible de la vie musicale, en fonction des contraintes régionales. Et chaque fois, effectivement, chaque fois, et ça, je suis convaincu que c'est fondamental de la part du professionnel de nourrir ces pratiques amateurs. Merci beaucoup tous les trois. Je vous propose de prendre la suite des questions s'il y en a au moment de l'apéritif dînatoire, si je ne me trompe pas. Voilà, comme ça nous permettra de l'égalité sociale de pouvoir s'éclipser. Merci beaucoup encore de vos interventions et merci à vous toutes et tous.